Le sauveur, plan de relance, les vaccins, le plan. D'où les écoles, 1900 milliards. D'où les vaccins, les études, le plan. Merci. Macroéconomie. On l'attendait, il l'a fait. Bon, et on l'attendait tellement que finalement ça n'a pas eu trop d'impact sur le marché. Biden qui lance son plan d'urgence. 1900 milliards de dollars, en incluant un chèque de 1400 dollars aux Américains. Donc ça fait 2000 dollars au total, puisqu'ils ont déjà reçu 600 dollars. Là-dedans, nous avons 20 milliards de dollars de vaccination, 50 milliards de dollars pour les tests Covid, 350 milliards de dollars pour les États et les gouvernements locaux, 130 milliards de dollars pour les écoles, 35 milliards de dollars pour l'enseignement supérieur. Ça fait beaucoup de milliards, mais au-delà du fait qu'on l'attendait, finalement les marchés sont vachement habitués. Donc on navigue entre l'optimisme de ces vaccins qui arrivent et pessimisme avec les nouvelles contaminations du nouveau virus 501V2 et de tous les reconfinements, comme tu le sais, et ce fameux couvre-feu qu'on a maintenant chez nous à partir de 18h. Mais selon la chef économiste de Jefferies, d'ici la fin 2022, ce sera le plein emploi aux États-Unis. Bon, la fin d'année 2020, c'était effectivement beaucoup plus dégueu que ce qu'on prévoyait, mais vous inquiétez pas, à partir de février, c'est bon, ça va repartir. Pas de problème, le rendez-vous est pris. Bon, de toute façon, il n'y a plus le choix entre les plans d'urgence, les plans de relance, les injections des banques centrales en veux-tu, en voilà, qui n'en peuvent plus, dont les bilans explosent, que ce soit BCE, Fed ou alors la BOJ, ça commence à faire beaucoup. Et côté Trump, même si ça doit normalement se terminer le 20 janvier, c'est pas tout à fait terminé. Deuxième impeachment historique dans l'histoire des États-Unis pour le président, à cause de son discours ayant précédé l'envahissement du Capitole. Alors pourquoi c'est important? Parce que ça risque de l'empêcher de se présenter aux prochaines élections. Parce que visiblement, il avait l'intention de le faire. Côté statistiques macroéconomiques cette semaine, c'était relativement calme. On avait surtout eu vendredi les ventes au détail aux États-Unis. Bon, nous allons parler des taux à 10 ans. Oui, c'était un peu l'inquiétude du moment, le sujet, oulala, c'est pour ça que ça bouge beaucoup sur certains actifs. Faisons le point. Le taux à 10 ans aux États-Unis est remonté, ça y est, signe d'inflation, catastrophe, les indices vont s'effondrer. Si le taux à 10 ans remonte, effectivement, ce sont des signes d'inflation par anticipation des opérateurs sur le marché obligataire. Inflation, je rappelle, c'est la hausse des prix, bon, notamment par les multiples injections et les fameux chèques peut-être que les Américains vont recevoir très prochainement, puisque de toute façon on trouve toujours le moyen de dépenser de l'argent qu'on reçoit, je cite le chef économiste de Jefferies toujours. Et si les prix remontent, ça veut dire que forcément la Fed va commencer à s'inquiéter sur ses taux, donc resserrement monétaire, relèvement de taux, ajustement et resserrement de toutes les injections monétaires qui sont réalisées maintenant depuis des mois. Bref, la Fed est plus là pour nous faire nos petites injections mensuelles de 120 milliards de dollars, comment on va faire? Pas de panique, premièrement déjà, bon, ces injections de liquidités, même si elle devait baisser, elle serait largement compensée par le plan d'urgence et le plan de relance qui va venir de Biden, parce que c'est pas fini. Et bien évidemment, si resserrement monétaire il y a, c'est qu'on a des perspectives de reprise économique un peu plus tangibles que ce qu'on connaît encore actuellement. Deuxièmement, le patron de la Fed, Jérôme Powell, s'est exprimé cette semaine justement à ce sujet en disant mais les gars, c'est quoi encore ces espèces de fausses rumeurs, idées que ça y est, on va arrêter les injections? On se calme là. Arrêtez avec ça, parce que j'ai jamais dit qu'on allait arrêter le QE de 120 milliards de dollars, c'est beaucoup trop tôt. Et c'est pas parce qu'on augmente l'injection qu'on l'arrête. Et il a même précisé, il n'y a pas de débat. Et oui, on a appris de nos erreurs en 2008 d'arrêter les injections trop tôt, donc là, vous inquiétez pas, on va pas les arrêter trop tôt. Donc pour conclure, sky of the bilan de la Fed is the limit. Troisièmement, oui, à court terme, comme tu le connais sur les marchés, on peut vendre la nouvelle. C'est comme si tu recevais un cadeau de Noël que tu as dit à ta chérie ou ton chéri, bon je veux ça, et puis finalement t'as ça. Bon voilà, la surprise est quand même pas... Mais on se détend, on va le voir d'un point de vue technique tout à l'heure. Et ce qui est intéressant dans cette hausse des taux, c'est peut-être le facteur qui a fait chuter les cours de l'or et de l'argent en fin de semaine dernière. Et oui, le taux obligataire aux États-Unis remonte, donc c'est plus intéressant d'acheter du rendement avec de la dette américaine plutôt de conserver ses positions en or. Bref, vase communicant, l'or chute, les taux montent, ça peut être une explication.
Les publications trimestrielles ont commencé cette semaine avec des bancaires aux États-Unis, JP Morgan, Wells Fargo, Citigroup. L'actualité microéconomique de la semaine est tournée en France autour de Carrefour et Couche-Tard. Rapprochement houleux dont Bruno s'est mis au milieu. Couche-Tard, oui, c'est des supérettes implantées surtout au Canada, ils en ont 14 000. Attends Xavier, je vais te couper quelques secondes là, juste pour la petite histoire. En France, vous appelez ça en fait des supérettes, mais nous au Québec, on appelle ça les Couche-Tard des dépanneurs. Alors non, là, c'est pas la grosse camionnette qui arrive pour te dépanner. Là, c'est vraiment le petit dépannage à la fringale du soir ou pour les petites courses quand on est mal pris. Et Bruno a dit « No, 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 ça va pas être possible ». Et tu sais pourquoi il a dit ça? Bah oui, c'est forcément parce qu'il aime pas la poutine et la tourtière. Plus sérieusement, ça veut dire qu'on est déjà en train de réfléchir à l'après-crise, que les boîtes sont déjà en train de se placer et d'essayer de voir s'il n'y a pas des opportunités à droite et à gauche. En l'occurrence, pour Couche-Tard, c'est de pénétrer le secteur des grandes surfaces, puisque lui, il est spécialisé dans les supérettes. Et en même temps, Carrefour, c'est vrai qu'à ce prix-là, on peut se dire c'est pas cher, ou en tout cas c'est beaucoup moins cher qu'il y a quelques années. L'action est passée de 100 € à 12 €, autant dire que pour Carrefour, pour le moment, c'est pas la fête. Plus bas historique. Sur le Nasdaq, c'était la fête à Beidou cette semaine. 100% de performance en un mois et demi. Beidou, c'est le numéro 1 de la recherche internet en Chine, autrement dit, le Google chinois. Et pour la petite histoire, il s'est allié récemment avec Volvo Cars pour pouvoir expérimenter des véhicules électriques autonomes. Ah tiens, ça me rappelle quelque chose. Et sinon sur IVT, on travaille toujours les actions américaines avec cette semaine, Rodolphe par exemple qui continue à travailler l'action Tilray. Tilray qui est très engagé dans le secteur pharmaceutique. Ça, c'est la version corporate. Et il y a la version, parce qu'on est entre nous, qui est à fond dans le chichon, le cannabis. Donc avec la victoire des démocrates US, disons que ça sent bon pour la légalisation de ce genre de produit. La crypto-monnaie. On va devenir riche en 2 jours, ouais. Je rappelle que sur les crypto-monnaies et plus spécifiquement sur le Bitcoin, j'ai fait une vidéo cette semaine très importante avec les 7 règles à retenir avant d'y toucher. Elle est toute fraîche, après celle-ci, tu peux y aller si c'est pas déjà fait. Pour résumer en 3 points, première chose, les consolidations sont salutaires. Elles sont de plus en plus longues, de plus en plus violentes et plus ça rebaisse, plus ça permet de construire des zones support, notamment d'un point de vue technique mais aussi psychologique. On se détend la nouille, on utilise une échelle logarithmique, ce qui permet d'être relatif en termes de variation par rapport à il y a 6 mois. C'est pas parce que le Bitcoin perd 8 000 $ que c'est beaucoup plus qu'il y a 8 mois lorsqu'il était à 10 000. Il a déjà perdu maintes et maintes fois 20% avant que la tendance haussière se poursuive. Il a gagné 1000%, donc toute chose étant relative. Donc n'oublie pas, 1000% de hausse depuis le mois de mars, il perd 20%, c'est pas non plus un dramatique. Alors c'est pas méchant, ça arrive, bah oui. Alors c'est vrai qu'on m'a dit lorsque j'ai fait cette vidéo, oui mais non, mais ce que tu racontes c'est faux parce qu'en fait on perd 20% par rapport au plus haut, mais celui qui a acheté en bas, du coup il perd pas 20% par rapport à ses 1000%. Je suis tout à fait d'accord, il ne gagne que 800%, voilà. Putain, on va verser une larme, bordel. Oh, j'aurais dû vendre plus haut. In the rest of the world. Dans le reste du monde, nous avons l'euro contre le dollar américain qui a invalidé sa tendance haussière qui était présente dans ce canal ascendant H4. Poursuite baissière tant qu'on est sous les 1,22 qui correspond à 50% de retracement de cette première phase baissière qu'on avait connue la semaine dernière. Ce qui corrobore avec une montée du dollar américain et donc effectivement cette remontée des taux et d'anticipation d'inflation. Et d'ailleurs le dollar américain qui nous a fait un magnifique bull trap après avoir tenté de rebondir sur cette très grosse zone mensuelle. Et c'est d'ailleurs tout de suite l'heure de notre minute pédagogique. Vas-y, jingle pour voir un peu ce que ça donne. La minute pédagogie avec Xavier Fenot. Ça vaut bien un like, même 2, même 3. On peut en mettre qu'un? Ouais, c'est pas grave. 1 compte pour 3, ça va. Je rappelle que lorsque nous avons une tendance baissière, pour reprendre l'exemple du dollar américain, nous avons plus de chances à chaque fois ça rebondit que ce soit des bull traps, des pièges acheteurs. Oui, parce que la tendance se prolonge X fois et ne se retourne qu'une seule fois. Donc est-ce que l'objectif est d'avoir le une seule fois et d'être le héros? Yes! J'ai eu le point bas. Puis après, tu tiens pas la pause parce qu'en fait, t'as tellement galéré pendant toute la baisse à essayer de choper le point bas que dès ça rebondit un peu, en fait, tu sors puis derrière ça repart et puis finalement, tu te passes à chaque fois contre la tendance. Bref, t'as tort 9 fois et t'as raison 1 fois. Mais en même temps, je peux tout à fait comprendre qu'on cherche sur des grosses zones comme celle-ci de se dire, bon,
je réduis la voilure, je me place des premiers tickets dans le sens inverse de la tendance daily. Du coup, je rappelle que tu as deux choix, chercher le point bas et le point haut d'un mouvement, donc forcément être quand même relativement souvent à contre-tendance, ou accompagner le plus longtemps possible une tendance jusqu'à son invalidation. Et donc, a fortiori, il faut accepter dans cette deuxième option de ne pas avoir le point haut ou le point bas, que ce soit pour la clôture de ses positions, soit pour rentrer sur le marché. Pour le moment, je t'avouerai que j'ai pas pris de décision de continuer à accompagner cette tendance baissière qu'on a sur le dollar ou de commencer à privilégier les achats après cette belle première réaction qu'on a eue sur ce gros niveau mensuel. Ceci dit, j'ai bien fait parce que sinon je me serais mangé le bull trap dans la face. Du coup, je suis en mode sniper, j'attends un mouvement, un signal un petit peu plus prometteur que ce qu'on a eu cette semaine, autant dire range. D'ailleurs, j'ai pas de préférence, ça sort par le haut ou par le bas, tant qu'il y a de la vol, tant qu'il y a du flux. Le but, c'est d'être dans le bon sens. Concernant l'or et l'argent, qui visiblement se sont effondrés la fin de la semaine dernière à cause de ces fameux taux à 10 ans aux États-Unis, le flux est toujours baissier, même si on arrive sur une zone quand même intéressante en daily. J'ai une zone d'achat un peu plus claire dans une optique de swing encore un petit peu plus bas. Voici mes zones clés sur l'or et sur l'argent en image. Pour le moment, le marché garde en mémoire le flux baissier qu'il a connu en fin de semaine dernière. Donc, pas de précipitation pour le moment. Oui, arrivons aux indices. Je les ai pas oubliés. C'est juste parce que cette semaine, c'était un peu mou du slip. Ah, rien de chez rien. Pfft, nada. Que chi, que dalle. On s'est quand même bien fait chier. On est toujours proche des hauts de canaux sur les indices en daily, notamment avec le fameux Dow Jones sur les 31 200 points. On l'avait déjà vu la semaine passée. Voilà. La moyenne mobile à 20 jours ici en bleu sur le graphique qui est notre repère pour invalider cette tendance haussière daily. Et d'ailleurs, tu vois que la MM20 a quand même une pente ultra ascendante. Donc, anticiper que ça s'effondre, c'est un peu le... Même si je peux comprendre qu'on prend des bénéfices, voilà, pas de problème. On a eu la news, le marché, il digère ce qu'il a à manger. C'est-à-dire pas grand-chose. Du coup, il est un peu sur les dents. Il a un peu les crocs, quoi. Donc, il s'énerve. C'était le terrain du scalping cette semaine, voire de l'intraday, comme l'a fait Rodolphe, l'ensemble de l'équipe et l'ensemble des coachs sur IVT. Comme il le dit si bien, ping-pong entre deux zones, notamment sur le DAX. On essaye de travailler là-dedans. De toute façon, on va pas inventer des mouvements s'ils n'ont pas lieu. On va pas deviner. Donc, on essaye de prendre le peu qu'il y a en cours de journée, pour ceux qui sont dispo. Sinon... on attend, on patiente pour de nouvelles entrées. C'est comme ça, c'est le marché. D'ailleurs, il sera encore là demain, le marché. Donc, il n'y a pas besoin de se presser plus que ça. Ça ne veut pas forcément dire qu'il faut plus trader pour gagner plus. Il faut mieux trader. Chacun son style après. Concernant la semaine prochaine, on va voir ça ensemble tous les soirs, je te rappelle, sur la chaîne Twitch. Oui, de 18h à 19h. Et généralement, c'est toujours un petit peu plus car affinité il y a. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses et c'est super intéressant parce que du coup, vous commentez plus, il y a plus de réactions, il y a plus de sujets. Bref, c'est génial, on s'éclate. Oui, parce que la semaine prochaine, ça risque d'être mouvementé. Plusieurs rendez-vous d'un point de vue macroéconomique. Voici toute la liste. Waouh, ça sent la vol. Conférence de banquiers centraux, PMI. On a des publications d'entreprises la semaine prochaine, donc ils continuent notamment aux États-Unis avec Goldman Sachs, Netflix, Intel, en veux-tu, en voilà. On va chauffer un petit peu en espérant qu'il y ait un peu plus de volatilité parce que je t'avouerai que cette semaine, c'était quand même assez calme. Même si l'ensemble de l'équipe continue à bosser, notamment en intraday ou également sur les actions parce qu'il y a toujours des trucs à faire. Mais c'est comme ça. On devine pas, on s'adapte. Voilu, on a tout vu. N'oublie pas le like si ça t'a plu. Ciao!